Braves gens, bonsoir, bonsoir, la rediff, et bienvenue dans FX Histoire. Et ce soir, dans FX Histoire, les vacanciers, une nouvelle de Shirley Jackson. Braves gens, bonne écoute. Le chalet de vacances des Allison, situé à 10 km du bourg le plus proche, se dressait joliment à flanc de colline. Sur 3 côtés, le regard embrassait un paysage d'arbres et d'herbes ondoyant dans la brise, qui, même au milieu de l'été, était rarement touché par la sécheresse. Le 4e côté faisait face au lac et à son ponton de bois que les Allison devaient sans cesse réparer. Et la vue était tout aussi belle depuis la galerie ou sur l'escalier de bois par lequel on descendait au bord de l'eau. Les Allison adoraient leur petit chalet. Et ils se réjouissaient d'y arriver au début de l'été et détestaient en partir à l'automne. Mais ils ne s'étaient pas souciés de le rendre plus confortable, considérant le chalet lui-même et le lac comme un ajout à leur confort amplement suffisant pour le temps qu'il leur restait à vivre. Le chalet n'avait ni chauffage ni eau, excepté les précaires réserves de la citerne que l'on tirait à la pompe dans le jardin de derrière. Et ni électricité. Pendant 17 étés, Janet Allison avait cuisiné sur un poêle à pétrole et fait chauffer toute l'eau qu'ils utilisaient. Robert Allison charriait quotidiennement des seaux remplis à la pompe et lisait son journal, le soir, à la lumière d'une lampe à pétrole. Et, bien que tous les deux soient habitués à une hygiène citadine, ils avaient accepté leur toilette extérieure avec flegme et simplicité. Les 2 premières années, ils avaient écumé toutes les plaisanteries possibles à propos de ces lieux d'aisance. À présent qu'ils ne recevaient plus guère d'invités et n'avaient personne à impressionner, ils se contentaient de passer leur été avec un sentiment de paisible sécurité, auquel les toilettes, autant que la pompe et le pétrole, apportaient une indéfinissable contribution. En soi, les Allison étaient des gens ordinaires. Madame Allison avait 58 ans. Monsieur Allison, 60. Leurs enfants ne venaient plus en vacances au chalet. Ils partaient maintenant avec leur propre famille, au bord de la mer.
Leurs amis étaient ou bien morts, ou bien résidaient dans d'agréables maisons où ils se plaisaient 12 mois sur 12. Leurs neveux et nièces n'étaient qu'un vague souvenir. En hiver, ils se disaient l'un à l'autre qu'ils pouvaient supporter leur appartement à New York en attendant l'été. L'été, ils se disaient qu'ils avaient bien profité de l'hiver, en attendant de retrouver la campagne. Puisqu'ils étaient assez vieux pour ne pas avoir honte de leurs habitudes, les Allison quittaient invariablement leur chalet le premier mardi de septembre, le lendemain de la fête du travail. Et tout aussi invariablement, ils le regrettaient lorsque septembre et octobre offraient une succession de belles journées durant lesquelles l'atmosphère paraissait presque étouffante en ville. Chaque fois, ils reconnaissaient que rien ne les obligeait à rentrer à New York. Mais cette année-là, enfin, ils réussirent à surmonter leur traditionnelle inertie et décidèrent de rester au chalet après la fête du travail. « Rien ne nous oblige vraiment à rentrer à New York », dit Madame Allison à son mari, comme s'il s'agissait d'une nouvelle idée. Et il lui répondit, comme si le sujet n'avait jamais été débattu entre eux. « Nous pourrions tout aussi bien profiter de la campagne le plus longtemps possible. » Le lendemain de la fête du travail, ravi et légèrement grisé par ce qui semblait une aventure, Madame Allison raconta aux habitants du bourg, avec l'air de quelqu'un qui déroge à un principe, que son mari et elle avaient décidé de rester un mois de plus au chalet. « Ce n'est pas comme si nous étions obligés de rentrer en ville, » expliqua-t-elle à Monsieur Babcock, l'épicier. « Nous pourrions tout aussi bien profiter de la campagne jusqu'au bout. » « Personne n'est jamais resté au lac après la fête du travail, » dit Monsieur Babcock, qui était en train de ranger les emplettes de Madame Allison dans un carton. Il se figea, pensif, en contemplant un paquet de biscuits. « Personne, » répéta-t-il. « Mais New York !» Madame Allison parlait toujours de New York à Monsieur Babcock, comme si Monsieur Babcock rêvait d'y aller. « Il fait tellement chaud, vous n'avez vraiment pas idée. Nous regrettons toujours d'être partis. »« Moi non plus, » dit Monsieur Babcock. L'un des tics les plus agaçants que Madame Allison avait remarqué chez les gens du coin consistait à énoncer une déclaration toute simple, en la tronquant, de sorte qu'elle en devenait absurde. « Je n'aimerais pas partir, » compléta Monsieur Babcock après réflexion. Et ils se sourirent tous les deux. « Mais je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui soit resté au lac après la fête du travail. »« Eh bien, nous allons faire l'expérience, » déclara Madame Allison. Et Monsieur Babcock répondit gravement. « On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas essayé. » Physiquement, songea Madame Allison, comme chaque fois qu'elle quittait l'épicerie après une de ces conversations peu concluantes avec Monsieur Babcock. Physiquement,
Monsieur Babcock pourrait poser pour une statue de Daniel Webster. Mais, mentalement, quelle désolation de voir à quel point la vieille souche yankee de Nouvelle-Angleterre s'était dégradée. Elle confia cette pensée à Monsieur Allison lorsqu'elle remonta en voiture. Trop de mariages consanguins depuis des générations, dit-il. Ça et une terre pauvre. Puisqu'ils se rendaient aux bourses seulement tous les 15 jours, afin d'acheter ce qui ne pouvait leur être livré, ils y consacrèrent la journée entière. Ils mangèrent un sandwich à la buvette, qui était aussi le marchand de journaux, après avoir garé la voiture chargée de paquets. Bien que Madame Allison passât régulièrement commande à l'épicerie, elle ne parvenait jamais à se forger une idée précise du stock de M. Babcock par téléphone, et à sa liste des divers articles qu'il fallait se procurer venait toujours s'ajouter, souvent sans nécessité, les légumes frais que M. Babcock avait reçus le jour même, ou les boîtes de friandises nouvellement arrivées. Cette fois, Madame Allison fut tentée, en outre, par les plats de cuisson en verre qui s'étaient retrouvés par hasard à la droguerie, quincaillerie, magasin de vêtements, manifestement destinés à Madame Allison en personne, puisque les gens de la campagne, avec leur méfiance instinctive envers tout ce qui ne semblait pas aussi permanent que les arbres, les pierres et le ciel, n'avaient que récemment adopté les plats de cuisson en aluminium, et non plus en fonte, après s'être débarrassé, à une époque pas si lointaine, du verre en faveur de la fonte. Madame Allison fit soigneusement emballer les plats afin qu'ils supportent le voyage sur la route semée d'ornières qui conduisait au chalet. Et pendant que M. Charlie Walpole, propriétaire avec son frère cadet Albert de la droguerie, quincaillerie, magasin de vêtements, la boutique elle-même s'appelait chez Johnson, parce qu'elle se dressait à l'emplacement de l'ancienne maison des Johnson, laquelle avait brûlé 50 ans avant la naissance de Charlie Walpole, enveloppait laborieusement les plats dans des journaux. Madame Allison déclara, sans formalité: « J'aurais pu attendre et me les faire envoyer à New York, bien sûr, mais nous ne rentrons pas aussitôt cette année. » « J'ai entendu dire que vous restiez plus longtemps, » grommela M. Charlie Walpole. Ses vieux doigts se débattaient maladroitement avec le mince papier journal dont il essayait de prélever une feuille à la fois. Il poursuivit sans regarder Madame Allison. « Pas sûr que ce soit une bonne idée de s'attarder là-haut au bord du lac. Pas après la fête du travail. » Madame Allison se fendit d'une explication qui lui paraissait importante. « Chaque année, nous nous dépêchons de retourner à New York, mais il nous a semblé que ce n'était vraiment pas nécessaire. Vous savez comment c'est là-bas, à l'automne. » Et elle sourit avec assurance à M. Charlie Walpole. D'un geste lent et régulier, il enroulait une ficelle autour du paquet. « Il m'en donne tellement que je vais devoir la conserver, » pensa Madame Allison. Et elle détourna vivement les yeux afin de ne pas trahir son impatience. « J'ai l'impression que nous sommes davantage du coin, » ajouta-t-elle. « Encore là, alors que tout le monde est parti.
Pour appuyer ses dires, elle fit un grand sourire à une femme qu'elle croyait reconnaître dans la boutique. Peut-être la femme qui leur avait vendu des fruits rouges une année, ou celle qui donnait parfois un coup de main à l'épicerie et était sans doute la tante de M. Babcock. « Bon, » dit M. Charlie Walpole. Il poussa légèrement le paquet sur le comptoir, montrant ainsi qu'il avait terminé et que, pour cette transaction rondement menée, ce paquet bien emballé, il était prêt à recevoir son dû. « Bon, » répéta-t-il, « il n'y a jamais eu personne au lac après la fête du travail. » Madame Allison lui tendit un billet de $5. Il lui rendit méthodiquement la monnaie, en accordant une importance considérable, même aux cents. « Jamais après la fête du travail, » dit-il. Et après avoir adressé un signe de tête à Madame Allison, il rejoignit en silence 2 femmes qui examinaient des robes tabliées en coton. En gagnant la sortie, Madame Allison entendit l'une des femmes demander d'une voix acérée: « Pourquoi est-ce que cette robe-là vaut $1,39 alors que celle-ci ne coûte que 98 cents ? » « Ces gens sont formidables, » dit Madame Allison à son mari qui l'attendait à la porte de la boutique et lui emboîta le pas sur le trottoir. Ils sont tellement carrés, tellement raisonnables et tellement honnêtes. Heureusement qu'il existe encore des petites bourgades comme celle-ci, répliqua M. Allison. Tu sais, à New York, j'aurais peut-être payé ces plats moins cher, mais ça aurait été un achat totalement impersonnel. À ce qu'il paraît, vous restez au lac, interrogea Madame Martin dans la buvette marchand de journaux. Nous avons envie de profiter du beau temps cette année, répondit M. Allison. Madame Martin était relativement nouvelle en ville. Née dans une ferme de la région, elle avait épousé le propriétaire de la buvette marchand de journaux et repris le flambeau après la mort de son mari. Elle servait des bouteilles de boissons sans alcool, des œufs frits et des sandwichs à l'oignon entre d'épaisses tranches de pain qu'elle confectionnait sur sa propre cuisinière à l'arrière du magasin. Quand Madame Martin apportait un sandwich, on sentait parfois l'odeur puissante du ragoût ou des côtes de porc qu'elle préparait pour son dîner. Je crois bien que personne n'est jamais resté là-bas aussi tard, déclara Madame Martin. Pas après la fête du travail, en tout cas. D'habitude, les gens s'en vont le lendemain de la fête du travail, dit M. Hall, le voisin le plus proche des Allison, devant l'épicerie de M. Babcock au moment où les Allison remontaient en voiture. Ça nous paraissait dommage de partir si tôt, répondit Madame Allison. M. Hall habitait à 4 kilomètres de chez eux. Il leur fournissait du beurre et des œufs, et de temps à autre, depuis leur colline, les Allison voyaient les lumières de sa maison au début de la soirée, avant que les Hall ne se couchent. Ils s'en vont d'habitude le lendemain de la fête du travail, dit M. Hall.
Le trajet de retour fut long et chaotique. La nuit approchait et M. Allison devait conduire très prudemment sur la route de terre qui longeait le lac. Madame Allison se laissait aller en arrière contre le dossier de son siège, heureuse et détendue après une folle journée d'emplettes, semblait-il, comparée à leur routine quotidienne. Les plats de cuisson en verre habitaient agréablement son esprit, ainsi que le demi-boisseau de pommes rouges à croquer et la boîte de punaises colorées avec lesquelles elle accrocherait de nouvelles bordures d'étagères dans la cuisine. « C'est bon de rentrer à la maison », murmura-t-elle lorsqu'ils arrivèrent en vue de leur chalet qui se découpait contre le ciel au-dessus d'eux. « Je suis content qu'on ait décidé de rester, » renchérit M. Allison. Madame Allison consacra la matinée du lendemain à laver ses plats avec amour. Même si, en toute innocence, Charlie Walpole n'avait pas remarqué que l'un d'eux était ébréché. Bien que ce fût un gâchis, elle décida d'utiliser quelques-unes des pommes rouges à croquer pour préparer une tarte qu'ils mangeraient au dîner. Et pendant que la tarte cuisait dans le four et que M. Allison était descendu chercher le courrier, elle s'assit sur la petite pelouse qu'ils avaient dégagée au sommet de la colline et observa les reflets changeants de la lumière sur le lac, tour à tour gris et bleu, tandis que les nuages filaient devant le soleil. Monsieur Allison était un peu maussade à son retour, comme toujours quand il avait parcouru le 1,5 kilomètre qui les séparait de la boîte aux lettres sur la route nationale, et qu'il revenait les mains vides, sachant pourtant que la marche était bonne pour sa santé. Il n'y avait rien ce matin, hormis un prospectus d'un grand magasin new-yorkais, et leur quotidien, lequel leur était livré irrégulièrement avec 1 à 4 jours de retard, de sorte que les Allison recevaient parfois 3 journaux d'un coup, et souvent aucun. Madame Allison, quoique agacée elle aussi de ne pas avoir le courrier qu'ils espéraient tant, se plongea affectueusement dans la lecture du prospectus et se promit de passer au grand magasin dès son retour à New York, et de ne pas manquer les soldes sur les couvertures en laine. De nos jours, il était difficile d'en trouver qui soient de bonne qualité, avec de jolies couleurs. Elle envisagea de conserver le prospectus afin de ne pas oublier. Mais, après réflexion, rechignant à l'idée de se lever et de rentrer dans le chalet pour le ranger à un endroit approprié, elle l'abandonna sur l'herbe à côté de son fauteuil et se renversa en arrière, les yeux mi-clos. « Nous pourrions bien avoir de la pluie », fit remarquer M. Allison en plissant les yeux pour examiner le ciel. « C'est bon pour les cultures », répliqua laconiquement Madame Allison. Et ils rirent tous les deux.
Le livreur de pétrole arriva le lendemain matin, pendant que M. Allison était parti chercher le courrier. La cuve était presque vide et Mme Allison l'accueillit avec chaleur. Il vendait du pétrole et de la glace et, durant l'été, emportait les ordures des vacanciers. Seuls les citadins insouciants nécessitaient un ramasseur d'ordures. Les gens de la campagne n'avaient pas d'ordures. « Je suis bien contente de vous voir, » dit Mme Allison. « Nous risquions de tomber en panne. » Le livreur de pétrole, dont Mme Allison n'avait jamais retenu le nom, remplissait avec un gros tuyau la cuve de 80 litres, grâce à laquelle les Allison s'éclairaient, se chauffaient et cuisinaient. Mais aujourd'hui, au lieu de descendre de son camion et décrocher le tuyau joliment enroulé derrière la cabine, l'homme regarda Mme Allison d'un air gêné, sans éteindre son moteur. « Je croyais que vous partiez, » dit-il. « Nous restons encore un mois, » lança gaiement Mme Allison. « Il fait si beau, nous trouvions dommage. »« Oui, à ce qu'il paraît. Sauf que je ne peux pas vous donner de pétrole. »« Comment cela ?» Mme Allison haussa les sourcils. « Nous allons consommer comme d'hab. »« Après la fête du travail, » coupa l'homme. « Moi-même, j'ai plus beaucoup de pétrole après la fête du travail. » Mme Allison songea, comme souvent lorsqu'un différend l'opposait à ses voisins, qu'il ne servait à rien de recourir aux manières citadines avec les gens de la campagne. On ne contraignait pas un employé à la campagne de la même façon qu'un subalterne en ville. Et Mme Allison plaqua un grand sourire sur son visage pour insister. « Mais juste pour un mois, ce n'est pas possible. »« Vous comprenez, » dit l'homme. Il tapotait sur le volant du bout du doigt avec une lenteur exaspérante. « Vous comprenez, » reprit-il. « Je le commande, ce pétrole. Je le fais venir de loin, 75 ou 80 kilomètres. Je commande en juin ce qu'il me faut pour l'été. Après, je passe une autre commande. Disons, en novembre. À partir de maintenant, c'est là que j'en ai le moins. » Comme si le sujet était clos, il cessa de tapoter et serra les mains sur le volant en se préparant à démarrer. « Mais vous ne pouvez pas nous en fournir un peu ?» dit Mme Allison. « N'y a-t-il personne d'autre ?»« Ça m'étonnerait que vous trouviez du pétrole dans le coin en ce moment, » déclara l'homme après réflexion. « En tout cas, moi, je peux pas vous en fournir. » Avant que Mme Allison n'ait le temps d'ouvrir la bouche, il avait démarré. Quelques mètres plus loin, il s'arrêta et se tourna vers la fenêtre arrière de la cabine. « De la glace ?» lança-t-il. « J'aurai de la glace à vous donner. » Mme Allison secoua la tête. Il ne risquait pas de tomber en panne de glace. Elle était furieuse. Elle courut pour rattraper le camion. « Vous allez essayer de nous en obtenir la semaine prochaine ?»« Je vois pas comment je pourrais, » dit l'homme. « Après la fête du travail, c'est plus compliqué. » Le camion s'éloigna. Et Miss Allison, convaincue qu'elle se procurerait du pétrole par l'intermédiaire de M. Babcock, ou au pire chez les Hall, le regarda partir avec colère.
Toi, mon gaillard, essaye un peu de revenir l'été prochain, se dit-elle. Il n'y avait toujours pas de courrier. Seulement le journal qui semblait d'une ponctualité acharnée. Et M. Allison était ouvertement de mauvaise humeur lorsqu'il revint. Quand Mme Allison lui raconta ce qui s'était passé avec le livreur de pétrole, il ne se montra pas particulièrement impressionné. « Il le garde sans doute en réserve pour le vendre plus cher cet hiver, » décréta-t-il. « Qu'arrive-t-il à Anne et Jerry, à ton avis ?» Anne et Jerry étaient leurs fils et leurs filles, tous deux mariés, l'un habitant à Chicago, l'autre encore plus à l'ouest. Les lettres qu'ils envoyaient consciencieusement chaque semaine étaient en retard. Tellement en retard, en fait, que l'agacement de M. Allison devant l'absence de courrier se muait en grief légitime. Ils devraient pourtant savoir que nous attendons leurs lettres avec impatience. Quel manque d'attention. Ces enfants sont d'un égoïsme. Ils ne se rendent pas compte. « Oh, chérie !» dit Mme Allison pour l'apaiser, sachant que, en ce qui la concernait, se mettre en colère contre Anne et Jerry n'atténuerait pas son ressentiment à l'égard du livreur de pétrole. Au bout d'un moment, elle déclara : « Chérie, ce n'est pas parce que nous l'espérons que le courrier arrivera. Je vais appeler M. Babcock et lui demander de me livrer du pétrole en même temps que ma prochaine commande. » « Au moins une carte postale, » dit M. Allison quand elle s'éloigna. The atomic bomb. 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 7. 7. 6. 5. À l'instar des autres désagréments du chalet, les Allison ne remarquaient plus vraiment le téléphone, mais acceptaient ses excentricités sans s'en plaindre consciemment. C'était un téléphone mural, de ceux que l'on trouve encore dans de rares localités. Afin d'obtenir l'opératrice, Madame Allison devait d'abord tourner la manivelle et laisser sonner une première fois. Mais il fallait en général 2 ou 3 tentatives pour obliger l'opératrice à répondre.
Et Madame Allison, lorsqu'elle appelait quelqu'un, abordait le téléphone avec résignation et une patience consolidée par une sorte de désespoir. Elle dut activer 3 fois la manivelle ce matin-là, avant d'entendre la voix de l'opératrice. Puis patienter encore, le temps que M. Babcock décroche le combiné dans son coin de l'épicerie, derrière le comptoir de la boucherie. Il dit : L'épicerie ? avec l'inflexion montante qui semblait indiquer sa méfiance envers toute personne essayant de communiquer avec lui par le biais de cet instrument peu fiable. Monsieur Babcock, Madame Allison à l'appareil. Je voulais passer ma commande un jour plus tôt pour être sûr que vous me procuriez. Qu'est-ce que vous dites ? Madame Allison ? Madame Allison éleva la voix. Elle vit Monsieur Allison sur la pelouse, pivoter dans son fauteuil, et lui adresser un regard compatissant. Je disais, Monsieur Babcock, que je voulais passer ma commande plus tôt pour que vous puissiez me faire intervenir. Madame Allison ? Interrompit Monsieur Babcock. Vous descendrez la chercher ? La chercher ? Dans sa surprise, Madame Allison avait oublié de hausser le ton. Et Monsieur Babcock s'écria. Comment, Madame Allison ? Je pensais de vous demander de me livrer, comme d'habitude. Madame Allison. Il y eut un long silence, pendant lequel Madame Allison patienta, en regardant la tête de son mari découpée contre le ciel. Madame Allison. Le petit gars qui travaillait pour moi a repris l'école hier. Je n'ai plus personne pour livrer. Je propose un service de livraison seulement pendant l'été, voyez-vous. Je croyais que vous proposiez toujours la livraison. Pas après la fête du travail, Madame Allison. Déclara catégoriquement Monsieur Babcock. Vous n'êtes jamais resté après la fête du travail. Alors évidemment, vous ne savez pas. Bon, fit Madame Allison, totalement démunie. Au plus profond de sa tête, elle se répétait « Rien ne sert de courir aux manières citadines avec les gens de la campagne. Inutile de se mettre en colère. » « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle enfin. « Vous ne pourriez pas livrer juste aujourd'hui, Monsieur Babcock ?» Oh non, Madame Allison. Je ne crois pas. Ce ne serait pas du tout rentable, une livraison, vu qu'il n'y a personne d'autre au bord du lac. « Et Monsieur Hall ?» interrogea soudainement Madame Allison. « Les gens qui habitent à 4 kilomètres de chez nous. Monsieur Hall n'aura qu'à m'apporter ma commande en passant. » Hall ? John Hall ? Ils sont partis voir de la famille dans le Nord, Madame Allison. « Mais ils nous fournissent tout notre beurre et nos œufs, » dit Madame Allison, consternée. Ils sont partis hier. Sans doute qu'ils ne pensaient pas que vous resteriez là-haut. « Mais j'ai annoncé à Monsieur Hall que... » commença Madame Allison. Puis, elle se ravisa. « J'enverrai Monsieur Allison à l'épicerie demain. » Vous avez tout ce qu'il vous faut en attendant. Dit Monsieur Babcock, satisfait. Ce n'était pas une question, mais une confirmation.
Après avoir raccroché, Madame Allison retourna lentement s'asseoir dans son fauteuil, à côté de son mari. « Il refuse de livrer. Tu seras obligé d'y aller demain. Nous avons juste assez de pétrole pour tenir jusqu'à ton retour. » « Ils auraient dû nous prévenir avant, » dit Monsieur Allison. Mais comment aurait-on ruminé ses soucis par une journée pareille? La campagne n'avait jamais semblé plus attrayante. Et le lac ondoyait délicatement sous leurs yeux, frangés d'arbres, image estivale d'une incroyable douceur. Madame Allison soupira profondément, tout au plaisir d'avoir cette vision du lac, rien que pour eux, avec les vertes collines au loin et le léger frémissement de la brise entre les branches. Le beau temps se maintenait. Le lendemain matin, Monsieur Allison, dûment armé d'une liste de courses dont le premier article, pétrole, était écrit en grosses lettres, descendit le sentier qui conduisait au garage. Et Madame Allison entreprit de préparer une autre tarte dans l'un de ses nouveaux plats en verre. Elle avait déjà étalé la pâte et commençait à éplucher les pommes quand Monsieur Allison remonta le sentier à pas pressés et ouvrit tout grand la porte moustiquaire de la cuisine. « Cette fichue voiture ne démarre pas !» annonça-t-il avec la voix d'un homme au bout du rouleau qui dépendrait de sa voiture comme de son bras droit. « Qu'est-ce qui se passe ?» interrogea Madame Allison en suspendant son geste, le couteau dans une main, une pomme dans l'autre. « Elle marchait très bien mardi. »« Peut-être, » grommela Monsieur Allison entre ses dents. « Mais elle ne marche pas vendredi. »« Tu peux la réparer ?» demanda Madame Allison. « Non, » répondit Monsieur Allison. « Je ne peux pas. Il faut que j'appelle quelqu'un. » « Qui ?» demanda Madame Allison. « Le type de la station-service, j'imagine. » Monsieur Allison se dirigea vers le téléphone dans le couloir. « Il l'a déjà réparé l'été dernier. » Un peu inquiète, Madame Allison continua à éplucher les pommes d'un air absent, tout en écoutant Monsieur Allison qui tournait la manivelle, laissant sonner une première fois, attendait, donnait enfin le numéro à l'opératrice, puis attendait encore, donnait à nouveau le numéro 2 fois, avant de reposer brusquement le combiné. « Il n'y a personne », annonça-t-il en revenant dans la cuisine. « Sans doute est-il sorti » dit Madame Allison avec appréhension. Elle ne s'expliquait pas la raison exacte de son anxiété, à moins que ce ne fût la probabilité que son mari entre dans une colère noire. « Il est seul là-bas, je suppose. Alors il n'y a personne pour répondre au téléphone s'il sort une minute. »« C'est sûrement ça, » dit Monsieur Allison d'un ton chargé d'ironie. Il se laissa tomber sur une des chaises de la cuisine et regarda Madame Allison éplucher les pommes. Au bout d'un moment, pour détendre l'atmosphère, Madame Allison suggéra « Tu pourrais peut-être aller chercher le courrier et le rappeler ensuite. » Après une hésitation,
Monsieur Allison déclara « Après tout, pourquoi pas ?» Il se leva péniblement. À la porte de la cuisine, il se retourna et dit « Mais s'il n'y a pas de courrier… » Puis, tandis qu'un silence terrible s'abattait derrière lui, il descendit le sentier. Madame Allison se dépêcha de terminer sa tarte. À 2 reprises, elle alla observer le ciel à la fenêtre pour voir si des nuages arrivaient. La pièce semblait curieusement sombre, et elle-même se sentait dans l'état de tension qui précède un orage. Mais chaque fois qu'elle regardait par la fenêtre, le ciel était clair et serein, offrant son tranquille sourire au chalet des Allison comme au reste du monde. Quand Madame Allison, sa tarte prête à être enfournée, s'approcha de la fenêtre une 3e fois, elle aperçut son mari qui remontait le sentier. Il avait un air réjoui et, en la découvrant, agita vigoureusement une lettre à bout de bras. « De Jerry !» lança-t-il dès qu'il fut suffisamment près pour qu'elle pût l'entendre. « Enfin, une lettre !» Madame Allison remarqua non sans inquiétude qu'il s'essoufflait à présent en gravissant la pente douce du sentier. Mais déjà il franchissait le seuil et lui tendait la lettre. « Je ne l'ai pas encore ouverte, » dit-il. Madame Allison contempla l'écriture familière de son fils, avec une joie impatiente qui l'étonna. Elle ne comprenait pas pourquoi la lettre la ravissait à ce point, outre que c'était la première qu'il recevait depuis bien longtemps. Ce serait une lettre agréable, appliquée, qui fournirait quantité de détails sur les activités d'Alice et les enfants, qui raconterait les progrès de Jerry dans sa carrière, commenterait la météo à Chicago, se terminerait par des baisers de tout le monde. Monsieur et Madame Allison pouvaient tous deux, s'ils le souhaitaient, se réciter une lettre type de chacun de leurs enfants. Monsieur Allison décacheta l'enveloppe avec une prudence extrême. Puis, il déplia la lettre sur la table et ils se penchèrent pour la lire ensemble. Chère maman et papa, commençait Jerry de son écriture encore enfantine. je suis content de vous envoyer cette lettre au lac comme d'habitude. Nous avons toujours pensé que vous rentriez trop tôt et que vous devriez rester là-bas aussi longtemps que possible. Alice dit qu'à présent que vous n'êtes plus si jeune et que vous avez un emploi du temps sans contrainte, moins d'amis, etc. à New York, vous devriez profiter des bons moments pendant que vous le pouvez. Puisque vous êtes tous les deux heureux là-bas, c'est une bonne idée de rester. Mal à l'aise, Madame Allison glissa un coup d'œil à son mari. Il lisait avec concentration. Elle attrapa l'enveloppe vide sans savoir vraiment ce qu'elle voulait en faire. L'adresse était rédigée comme d'habitude de la main de Jerry et avait été postée à Chicago. Forcément, à Chicago, songea-t-elle aussitôt. Pourquoi aurait-elle été postée ailleurs ? Lorsqu'elle reporta les yeux sur la lettre, son mari avait tourné la page.
elle reprit la lecture en cours. Et évidemment, s'ils ont la rougeole, etc. Maintenant, ce sera moins grave que plus tard. Alice est en forme, bien sûr. Moi aussi. Nous jouons beaucoup au bridge en ce moment, avec des gens que vous ne connaissez pas, les carrosseurs. Un jeune couple sympathique d'à peu près notre âge. Bon, je vais m'arrêter là. Toutes ces histoires qui se passent si loin de vous doivent vous ennuyer. Papa, le vieux Dixon, de mon bureau à Chicago, est mort. Il demandait souvent de tes nouvelles. Amusez-vous bien au lac. Et ne vous dépêchez pas de rentrer. Tout le monde vous embrasse. Signé Jerry. Curieux, commenta M. Allison. Cela ne ressemble pas à Jerry, dit Madame Allison d'une petite voix. Il n'a jamais écrit des choses comme... Elle se tut. Comme quoi ? Demanda M. Allison. Il n'a jamais écrit des choses comme quoi ? Madame Allison examina la lettre en fronçant les sourcils. Impossible de trouver une phrase, un mot qui ne ressemblât pas aux lettres habituelles de Jerry. Peut-être parce que cette lettre-ci était arrivée si tard, ou à cause des empreintes de doigts sales sur l'enveloppe, plus nombreuses que d'ordinaire. « Ah, je ne sais pas !» répondit-elle avec agacement. Je vais essayer de repasser ce coup de fil, dit M. Allison. Madame Allison relut 2 fois la lettre, cherchant une phrase à incriminer. M. Allison revint et annonça d'une voix sourde. Le téléphone ne fonctionne plus. Quoi ? dit Madame Allison en lâchant la lettre. Le téléphone ne fonctionne plus, dit M. Allison. Le reste de la journée s'écoula rapidement. Après un déjeuner composé de biscuits salés et de lait, les Allison allèrent s'asseoir dehors sur la pelouse. Mais leur après-midi fut écourté par l'arrivée massive de nuages sur le lac. Si bien que la nuit sembla s'installer dès 4 heures. Pourtant, l'orage se faisait attendre, comme s'il savourait le moment où il éclaterait au-dessus du chalet. Un éclair jaillissait de temps à autre, mais la pluie ne venait pas. Le soir, Monsieur et Madame Allison, blottis l'un près de l'autre à l'intérieur du chalet, mirent en marche la radio à pile qu'ils avaient apportée de New York. Aucune lampe n'était allumée. La seule lumière provenait des éclairs dehors et du petit cadran de la radio. La légère construction de bois ne pouvait contenir les bruits de la ville lâchés par la radio. Les Allison entendaient la musique et les voix rouler au loin de l'autre côté du lac,
Les saxophones de l'orchestre de jazz new-yorkais hurlaient sur l'eau. Le chant de la vocaliste s'échappait inexorablement dans l'air pur de la campagne. Même le message publicitaire, déroulant le brillant éloge d'une gamme de rasoirs, n'était qu'un son inhumain propulsé hors du chalet des Allison et lui revenant en écho, comme si le lac, les collines et les arbres n'en voulaient pas. Durant une pause entre deux annonces, Madame Allison se tourna vers son mari avec un faible sourire. Je me demande si nous devrions faire quelque chose, dit-elle. Non, dit M. Allison après réflexion. Je ne crois pas. Nous ne pouvons qu'attendre. Madame Allison réprima un soupir. Tandis que l'insignifiante mélodie de l'orchestre s'élevait à nouveau, M. Allison déclara: Quelqu'un a saboté la voiture, tu sais. Même moi, je suis capable de m'en rendre compte. Madame Allison hésita, puis souffla à voix basse. J'imagine que les fils du téléphone ont été coupés. Oui, sans doute, dit M. Allison. Au bout d'un moment, la musique cessa. Et ils écoutèrent attentivement les informations. La voix chaude et enthousiaste du présentateur, évoquant un mariage à Hollywood, les derniers résultats du baseball, la hausse des prix de l'alimentation à prévoir la semaine suivante. Là, dans le chalet, il leur parlait presque comme s'ils méritaient encore d'entendre des nouvelles d'un monde qui ne leur parvenait plus, hormis par le biais des fragiles piles de la radio, lesquelles commençaient déjà à faiblir, comme s'ils avaient toujours une place, aussi ténue fût-elle, parmi le monde. Madame Allison regarda par la fenêtre la surface lisse du lac, les masses noires des arbres, l'orage qui menaçait, et déclara d'un ton désinvolte: Je me sens mieux à propos de la lettre de Jerry. J'ai compris quand j'ai vu de la lumière chez les Hall hier soir, dit M. Allison. Le vent, qui se levait soudain sur le lac, tourbillonna autour du chalet et frappa les fenêtres avec violence. Monsieur et Madame Allison rapprochèrent instinctivement leurs chaises. Et quand retentit le premier coup de tonnerre, M. Allison prit la main de sa femme. Puis, tandis que les éclairs fusaient, que la radio crachotait et s'éteignait, les deux vieux, blottis dans leur chalet, attendirent.
Et voilà donc la fin de cette horrifique histoire. Cette musique. Et donc, pour résumer la fin, pour celles et ceux qui auraient un doute, les petits vieux se sont rendus compte que leur voiture a été sabotée, que la lettre de leur fils n'était sûrement pas écrite par leur fils, que les fils de leur téléphone ont été coupés, que les voisins qui sont censés ne plus être là sont bel et bien là, et l'orage, tel le symbole de toute la rage d'un village, arrive sur leur petit chalet. Pendant qu'ils se serrent l'un à l'autre pour résister au froid que le manque de pétrole et d'électricité leur impose. Well. Et voilà. C'est effectivement de l'horreur psychologique. Il faut savoir que effectivement, l'horreur de Shirley Jackson dans son œuvre est une horreur profondément ancrée dans le banal et dans le réel. Et c'était, je trouve, très cool. J'espère que vous avez kiffé. Ne partez pas tout de suite, évidemment, sauf vous, la rediff, puisque la rediff va couper maintenant. Bisous.